Une histoire populaire des États-Unis, chapitre 12, traduit de l'anglais par Frédéric Coton. L'Empire et le peuple. Début par une citation. Entre nous, j'accueillerai avec plaisir n'importe quelle guerre tant il me semble que ce pays en a besoin. Voilà ce que Theodore Roosevelt écrivait à un ami en 1897. En 1890, l'année même du massacre de Wounded Knee, le bureau du recensement avait déclaré close la frontière intérieure. La machine commerciale, suivant son penchant naturel à l'expansion, avait déjà commencé à regarder vers le large. La crise sévère qui éclata en 1893 vint conforter l'idée développée par les élites politiques et financières que les marchés étrangers pourraient bien être la solution au problème de la sous-consommation des produits nationaux et permettre ainsi de prévenir des crises économiques comme celle qui avait entraîné la guerre des classes au cours des années 1890. En outre, l'aventure étrangère ne pourrait-elle pas détourner vers un ennemi extérieur une part de l'énergie placée dans les grèves et autres mouvements protestataires ? Il ne s'agissait probablement pas d'un plan soigneusement concerté par l'ensemble de l'élite américaine, mais plutôt du développement quasi naturel des dynamiques jumelles du capitalisme et du nationalisme. L'expansion outre-mer n'était certes pas une idée neuve. Bien avant que la guerre contre le Mexique ne permette aux États-Unis d'atteindre le Pacifique, la boussole de la doctrine Monroe indiquait le sud vers l'Amérique centrale et au-delà. Définie en 1823, alors que les pays d'Amérique latine prenaient leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne, cette doctrine entendait faire clairement comprendre aux Européens que les États-Unis considéraient désormais l'Amérique latine comme relevant de sa sphère d'influence. Aussitôt, certaines personnalités américaines se mirent à rêver également au Pacifique, Hawaï, le Japon et les grands marchés chinois. On fit d'ailleurs bien plus qu'y rêver. Les forces armées américaines avaient déjà fait quelques excursions outre-mer, comme le confirme un rapport rédigé en 1962 par le département d'État et présenté par le secrétaire d'État Dean Rusk devant un comité sénatorial, afin de rappeler les divers précédents à l'intervention armée contre Cuba. Intitulé « Quelques exemples de l'usage de la force américaine à l'étranger » 1798-1945, il rapporte 103 opérations extérieures ayant eu lieu entre 1798 et 1895. Voici un extrait de cette liste, avec les commentaires du département d'État lui-même. 1852-1853, Argentine. Les Marines ont débarqué et se sont maintenus à Buenos Aires pendant une révolution afin de protéger les intérêts américains. 1853, Nicaragua. Protection des citoyens et intérêts américains pendant des troubles politiques. 1853-1854, Japon. L'ouverture du Japon et l'expédition Perry. Ici, le département d'État ne donne pas plus de détails, mais cette intervention permit aux navires de guerre américains de forcer le Japon à ouvrir ses ports aux États-Unis. 1853-1854, Ryukyu et les îles Bonin. Le contre-amiral Perry, en attente d'une réponse japonaise l'autorisant à se rendre au Japon, opéra dans cette zone une démonstration navale et débarqua par 2 fois. Il finit par obtenir des autorités de Naha, sur l'île d'Okinawa, la gestion d'une concession minière. Perry fit également une démonstration de force dans les îles Bonin, toujours dans le dessein d'obtenir des facilités commerciales. 1854, Nicaragua. San Juan del Norte, la ville de Greytown, fut détruite pour venger une offensive faite au ministre résident américain en poste au Nicaragua. 1855, Uruguay. Les marines américaines et européennes y débarquèrent pour protéger les intérêts américains au cours d'une tentative de révolution à Montevideo. 1859, Chine. Intervention destinée à protéger les intérêts américains à Shanghai. 1860, Angola, Afrique occidentale portugaise, pour assurer la sécurité des citoyens et des biens américains à Kisembo, pendant une révolte indigène. 1893, Hawaï, officiellement pour protéger les vies et les biens des Américains, en réalité pour mettre sur pied un gouvernement provisoire sous l'autorité de Sanford B. Dole. Cette intervention a été désavouée par les États-Unis. 1894, Nicaragua, pour protéger les intérêts américains à Bluefields à la suite d'une révolution. Il y avait donc déjà eu, avant les années 1890, bien des incursions et autres interventions dans les affaires intérieures de pays étrangers. L'idéologie expansionniste était largement répandue parmi les élites militaires, politiques et commerciales américaines, ainsi que chez certains responsables du mouvement des fermiers qui pensaient que l'ouverture des marchés étrangers leur profiterait. Theodore Roosevelt et de nombreux autres responsables américains avaient été largement influencés par le capitaine de la marine américaine, A.T. Mahan, propagandiste populaire de l'idée d'expansionnisme. Selon Mahan, les pays possédant les marines les plus puissantes hériteraient du monde entier. Les Américains, disait-il, doivent à présent regarder vers l'extérieur. Le sénateur
du Massachusetts, Henry Cabot Lodge, écrivait dans la presse: Dans l'intérêt de notre commerce, nous devrions construire le canal de Panama et, pour protéger ce canal, comme pour assurer notre suprématie commerciale dans le Pacifique, nous devrions contrôler les îles Hawaï et conforter notre influence sur les Samoa. En outre, lorsque le canal de Panama sera construit, Cuba deviendra une nécessité. Les grandes nations annexent rapidement, en vue d'assurer leur future expansion et leur sécurité, toutes les terres inoccupées du globe. C'est un mouvement qui va dans le sens de la civilisation et de l'avancement de la race. En tant que membre du cercle des grandes nations, les États-Unis ne peuvent pas ne pas suivre cette voie. Fin de citation. À la veille de la guerre hispano-américaine, le Washington Post écrivait: Un nouveau sentiment semble nous habiter, la conscience de notre propre force, et avec elle un nouvel appétit, le désir d'en faire la démonstration. Ambition, intérêt, appétit foncier, fierté ou simple plaisir d'en découdre, quelle que soit la motivation, nous sommes habités par un sentiment nouveau. Nous sommes confrontés à un étrange destin. Le goût de l'empire règne sur chacun de nous, comme le goût du sang règne sur la jungle. Fin de citation. Ce drôle de goût dans la bouche du peuple américain reflétait-il une agressivité instinctive et inapaisable ou quelque intérêt bien compris? Cet appétit, s'il existait, n'était-il pas plutôt fabriqué, encouragé, promu et avivé par les manias de la presse, l'armée, le gouvernement et les universitaires obséquieux de l'époque? John Burgess, professeur de sciences politiques à la Columbia University, prétendait que les races teutones et anglo-saxonnes étaient particulièrement dotées de la faculté d'édifier des États nationaux. C'est à elle qu'a été confiée la mission de construire l'organisation politique du monde moderne. Fin de citation. Quelques années avant son élection à la présidence des États-Unis, William McKinley déclarait qu'il fallait un marché extérieur pour écouler la surproduction américaine. Le sénateur de l'Indiana, Albert Beveridge, affirmait également, début 1897, « Les usines américaines produisent plus que ne peut consommer le peuple américain. Le sol américain produit également à l'excès. Le destin dicte notre conduite. Nous devons dominer le commerce mondial et nous le dominerons. » Le département d'État annonçait, pour sa part en 1898, « Il semble à peu près certain que, tous les ans, nous aurons à faire face à une surproduction croissante de biens qui devront être placés sur les marchés étrangers si nous voulons que les travailleurs américains travaillent toute l'année. L'augmentation de la consommation étrangère des biens produits dans nos manufactures et nos ateliers est, d'ores et déjà, devenue une question cruciale pour les autorités de ce pays comme pour le commerce en général. » Fin de citation. Ces militaires et politiciens expansionnistes entretenaient bien entendu des relations. L'un des biographes de Theodore Roosevelt nous apprend qu'en 1890, Lodge, Roosevelt et Mahan procédaient à des échanges de vues, et qu'ils envisageaient de dégager Mahan de ses responsabilités dans la marine, afin qu'il puisse poursuivre son travail de propagande expansionniste à plein temps. Citation du biographe. Un jour, Roosevelt adressa à Lodge la copie d'un poème de Rudyard Kipling, en déclarant qu'il s'agissait d'une poésie assez pauvre, certes, mais efficace d'un point de vue expansionniste. Lorsque les États-Unis renoncèrent à annexer Hawaï, après que quelques Américains, représentant la combinaison des intérêts missionnaires et agricoles de la famille Dole, eurent installé sur place leur propre gouvernement, Roosevelt parla de « crime contre la civilisation blanche ». Lors d'une conférence donnée au Naval War College, il affirma que toutes les races dominantes se sont toujours affrontées aux autres races. Aucun triomphe obtenu par la peine est aussi glorieux qu'un triomphe obtenu par la guerre. Roosevelt méprisait souverainement les races et les peuples qu'il jugeait inférieurs. Lorsqu'une foule lyncha à la Nouvelle-Orléans des immigrants italiens, Roosevelt jugea que les États-Unis devaient offrir une compensation au gouvernement italien. Au même moment, il écrivait à sa sœur que ce lynchage était plutôt une bonne chose, ajoutant qu'il en avait dit autant lors d'un dîner réunissant une brochette de diplomates métèques, scandalisés par le lynchage. Fin de citation. Le philosophe William James, qui fut l'une des personnalités anti-impérialistes les plus marquantes de son temps, écrit au sujet de Roosevelt qu'il ne tarit pas d'éloges sur la guerre, qu'il considère comme un état idéal pour la société humaine, par l'énergie virile qu'elle implique, alors qu'il regarde la paix comme une ignominie graisseuse et boursouflée, juste assez bonne pour les impotents pleurnichards qui évoluent dans une lumière blafarde, en ignorant tout d'un état de vie supérieur. Fin de citation. L'opinion de Roosevelt sur l'expansionnisme ne reposait pas uniquement sur la glorification de la virilité et de l'héroïsme. Il était également soucieux de nos relations commerciales avec la Chine. Lodge était pour sa part très réceptif à la séduction exercée par les marchés asiatiques sur l'industrie textile du Massachusetts. L'historienne Marilyn Young a souligné le travail effectué par l'American China Development Company pour étendre l'influence américaine en Chine dans un objectif essentiellement commercial, ainsi que les instructions données par le département d'État à l'émissaire américain en Chine, afin qu'il
use des moyens les plus propres à l'extension des intérêts américains en Chine. Elle affirme dans The Rhetoric of Empire que les discours sur l'importance des marchés chinois ne reflétaient pas les investissements effectifs de l'époque mais étaient néanmoins fort utiles dans la mesure où ils indiquaient la politique suivie par les États-Unis vis-à-vis de Hawaï, des Philippines et du reste de l'Asie. Si 90% des produits américains étaient vendus en 1898 sur le marché intérieur, les 10% restants rapportaient tout de même $1 milliard. Walter Lefebvre écrit dans The New Empire qu'en 1893 le commerce américain surpassait celui de n'importe quel autre pays au monde, excepté celui de la Grande-Bretagne. Les produits agricoles dépendaient depuis longtemps des marchés extérieurs, en particulier dans les secteurs clés du tabac, du coton et du blé. Pendant les années 1875-1895, les capitaux américains investis à l'étranger atteignirent $1 milliard. En 1885, l'Age Steel, magazine de l'industrie sidérurgique, affirmait que le marché intérieur ne suffisait plus et que le problème de la surproduction industrielle devrait être résolu et prévenu à l'avenir par la croissance du commerce extérieur. Fin de citation. Ce fut au cours des années 1880-1890 que le pétrole devint un poste d'exportation essentiel. En 1891, l'entreprise familiale des Rockefeller, la Standard Oil Company, comptait pour 90% des exportations américaines en pétrole d'éclairage et clôturait 70% du marché mondial. Le pétrole arrivait désormais juste derrière le coton dans les produits d'exportation américains. Comme l'a montré William Appleman Williams dans The Roots of the Modern American Empire, certains grands propriétaires de domaines agricoles, dont quelques leaders populistes, appelaient également de leur vœu une politique expansionniste. En 1892, Jerry Simpson, représentant du Texas au Congrès, y déclara qu'au vu de l'énorme surproduction agricole, les fermiers devaient, nécessairement, rechercher des marchés étrangers. Si ces personnes n'exigeaient pas explicitement une politique agressive ou de conquête, elles jugeaient les marchés étrangers si essentiels à la prospérité américaine que la politique expansionniste, même menée par les armes, ne pouvait à terme que les séduire. Cette politique expansionniste serait encore plus séduisante si elle pouvait passer pour un acte de générosité, comme venir en aide aux rebelles souhaitant se débarrasser d'une domination étrangère, par exemple à Cuba. En 1898, les rebelles cubains luttaient depuis déjà 3 ans pour leur indépendance. Il était encore possible à cette époque de créer un engouement national en faveur d'une intervention américaine. Il semble qu'au départ, les milieux d'affaires n'aient pas voulu d'une intervention militaire à Cuba. Tant qu'ils pouvaient obtenir le libre accès au marché extérieur, les négociants américains n'avaient pas besoin de colonies ou de guerres de conquête. Cette idée de la « porte ouverte » entre guillemets, devint au XXe siècle le thème dominant de la politique étrangère des États-Unis. Il s'agissait d'une approche de l'impérialisme certainement plus sophistiquée que la traditionnelle construction impériale pratiquée par les Européens. Selon Appleman Williams, dans The Tragedy of American Diplomacy, ce débat national est généralement considéré comme une bataille entre les impérialistes menée par Roosevelt et Lodge, et les anti-impérialistes menés par William Jennings Bryan et Carl Schurz. Pourtant, il serait plus juste et plus pertinent de considérer qu'il s'agissait d'un combat entre 3 factions. Le troisième groupe était composé d'hommes d'affaires, d'intellectuels et de politiciens qui s'opposaient au colonialisme traditionnel et défendaient une politique de la porte ouverte à travers laquelle la puissance économique prépondérante de l'Amérique pénétrerait et dominerait toutes les régions sous-développées du globe. Fin de citation. Néanmoins, cette préférence affichée par certains groupes d'affaires et quelques politiciens pour ce qu'Appleman Williams appelle l'empire informel, sans guerre, était toujours sujette à révision. Si l'impérialisme pacifique s'avérait impossible, il devenait nécessaire d'avoir recours à l'intervention militaire. Les événements qui eurent lieu en Chine entre la fin 1897 et le début 1898 en fournissent un bon exemple. La Chine sortant affaiblie de sa guerre contre le Japon, les Allemands occupèrent le port chinois de Qingdao, à l'embouchure de la baie de Kiaocheu. Ils exigèrent l'obtention d'une base navale ainsi que des droits sur l'exploitation du charbon et des facilités ferroviaires sur la péninsule voisine de Shandong. Dans les quelques mois qui suivirent, les autres puissances européennes s'installèrent également en Chine et entreprirent le partage du pays sans convier les États-Unis au festin. C'est à ce moment-là que le Journal of Commerce de New York, auparavant ardent défenseur du développement pacifique du libre-échange, se mit à exiger vigoureusement le recours au colonialisme militaire classique. Julius Pratt, historien de l'expansionnisme américain, décrit ce revirement. Ce journal, qui se caractérisait par son pacifisme et son anti-impérialisme, vit les fondements de son attitude crouler devant la menace de partition de la Chine.
arguant de ce que le libre accès au marché chinois avec ses quelques 400 millions d'habitants résoudrait en très grande partie le problème de la surproduction américaine, le Journal of Commerce en vint non seulement à réclamer vigoureusement une complète égalité des droits sur la Chine, mais aussi à soutenir sans réserve la construction d'un canal isthmique, l'acquisition d'Hawaï et l'augmentation du potentiel de la marine. 3 mesures qu'il avait jusque-là fermement combattues. Rien ne pouvait être plus révélateur que la manière dont ce journal s'était converti en quelques semaines. Il y eut un revirement similaire en 1898 dans l'attitude des milieux d'affaires vis-à-vis de Cuba. Les hommes d'affaires s'étaient intéressés dès le début à la révolte des Cubains contre l'Espagne, à cause des conséquences qu'elle pourrait avoir sur le commerce dans cette région. Il existait déjà un intérêt économique considérable pour cette île, que le président Grover Cleveland avait assumé ainsi en 1898. On estime raisonnablement qu'au moins 30 à 50 millions de dollars de capitaux américains sont investis à Cuba, dans les plantations, les chemins de fer, les mines et autres activités. Le volume des échanges commerciaux est passé de 64 millions de dollars en 1889 à environ 103 millions de dollars en 1893. Le soutien populaire à la révolution cubaine se fondait sur le sentiment que les Cubains, comme les Américains en 1776, luttaient pour leur libération. Pourtant, le gouvernement des États-Unis, produit conservateur d'une autre guerre révolutionnaire, avait essentiellement en tête le profit et le pouvoir lorsqu'il observait les événements cubains. Ni Cleveland, président des États-Unis pendant les premières années de la révolte cubaine, ni McKinley, son successeur, ne reconnurent officiellement les insurgés cubains comme des belligérants. Une telle reconnaissance légale aurait permis aux États-Unis d'apporter leur soutien aux rebelles, sans pour autant envoyer l'armée. Il semble que l'on ait craint que les rebelles l'emportent seuls sans en devenir redevables aux Américains. Il semble qu'ait également existé une autre crainte. L'administration Cleveland affirmait que, puisque Cuba avait une population mélangée, une victoire cubaine risquait d'entraîner la mise en place d'une république blanche et noire à Cuba. Et la république noire pourrait bien s'avérer dominante. Cette crainte fut exprimée en 1896 dans un article de la Saturday Review par Winston Churchill, jeune et éloquent impérialiste dont la mère était américaine et le père anglais. Dans ce texte, tout en affirmant que la domination espagnole est une mauvaise chose en soi, et que les insurgés bénéficient du soutien de la population, Churchill estime préférable que les Espagnols gardent le contrôle. Ouvrez les guillemets. Un grave danger se présente. 2/5 des insurgés sur le terrain sont des nègres. Ces hommes, en cas de victoire, demanderaient certainement une place prépondérante dans le gouvernement du pays. Il en résulterait, après des années de lutte, une autre république noire. Fin de citation. L'autre république noire, c'est Haïti. Son soulèvement contre la France en 1803 avait donné lieu à la première nation du Nouveau Monde dirigée par des Noirs. L'ambassadeur espagnol aux États-Unis écrivait au secrétaire d'État américain de l'époque. Dans cette révolution, l'élément nègre joue le plus grand rôle. Les principaux meneurs sont des hommes de couleur, comme le sont également au moins les 8/10 de leurs partisans. L'issue de la guerre, si l'île devait accéder à l'indépendance, serait la sécession de l'élément noir et l'établissement d'une république noire. Fin de citation. Comme Philip Foner l'affirme dans The Spanish-Cuban American War, l'administration McKinley formait des plans pour intervenir dans les événements cubains, mais l'indépendance de l'île n'entrait certes pas dans ses plans. Il cite les instructions de l'administration à l'ambassadeur américain en Espagne, Stewart Woodford, lui demandant, sans mentionner toutefois les notions de liberté ou de justice pour les Cubains, d'essayer de trouver une solution à cette guerre car elle affecte gravement le bon fonctionnement du commerce et tend à entraver les conditions de la prospérité. Fin de citation. Foner explique l'intervention subite de l'administration américaine, son ultimatum n'accordant que très peu de temps à l'Espagne pour négocier, par le fait que les États-Unis craignent de voir, en attendant trop longtemps, les forces révolutionnaires cubaines sortir victorieuses et remplacer l'autorité espagnole en déroute. Fin de citation. En février 1898, le Maine, un navire de guerre américain qui se trouvait dans le port de la Havane pour signifier l'intérêt porté par les Américains aux événements cubains, détruit par une mystérieuse explosion et sombra avec 268 hommes d'équipage. On ne put jamais fournir les raisons de cette explosion. L'indignation s'étendit rapidement aux États-Unis et McKinley commença à envisager la guerre. Walter Lafayette affirme que le président ne voulait pas la guerre. Il avait sincèrement et sans relâche lutté pour sauvegarder la paix. À la mi-mars, pourtant, il commença à réaliser que, bien qu'il ne voulût pas la guerre, seule la guerre pouvait lui apporter ce qu'il souhaitait. La disparition de la terrible incertitude dans la vie politique et économique américaine, et une base solide pour l'édification du nouvel empire économique américain. Fin de citation. Ce printemps-là, McKinley et les milieux d'affaires comprirent que leur objectif principal, expulser l'Espagne de Cuba, ne pourrait être atteint qu'en se lançant dans une guerre, et que la réalisation de leurs objectifs, assurer l'influence économique et militaire des États-Unis sur Cuba, ne pouvait être confiée aux insurgés cubains.
Le Commercial Advertiser de New York, au départ opposé à la guerre, exigea le 10 mars 1898 une intervention à Cuba par humanité, par amour de la liberté et par-dessus tout, par désir de voir le commerce et l'industrie de tous les pays du monde se développer le plus librement possible dans l'intérêt général du monde. Fin de citation. Quelque temps auparavant, le Congrès avait voté l'amendement Taylor, par lequel les États-Unis s'engagent à ne pas annexer Cuba. Cet amendement avait été introduit et soutenu par ceux qui souhaitaient l'indépendance de Cuba et rejetaient l'impérialisme américain, ainsi que par certains hommes d'affaires qui pensaient que la politique de la porte ouverte était suffisante et une intervention militaire inutile. Mais au printemps 1898, il semble que les milieux d'affaires eurent soudain soif d'action. Le Journal of Commerce affirmait « L'amendement Taylor doit être interprété dans un sens quelque peu différent de celui que son rédacteur lui avait attribué. » Fin de citation. Certains intérêts spécifiques devaient tirer directement profit de la guerre. À Pittsburgh, cœur de l'industrie sidérurgique, la chambre de commerce exigeait l'usage de la force et le Chattanooga Tradesman annonçait que la probabilité d'une guerre avait grandement stimulé l'activité sidérurgique. Ce journal ajoutait qu'une guerre accroîtrait très sérieusement l'activité des transports. À Washington, on faisait remarquer qu'un esprit belliciste agitait le département à la marine, encouragé par, on cite, les fournisseurs d'obus, matériel d'artillerie, munitions et autres produits, qui faisait le siège du département depuis la destruction du Maine. Fin de citation. Russell Sage, banquier, déclarait que si la guerre éclatait, il n'était pas besoin de préciser dans quel camp seraient les riches. Une enquête menée auprès des hommes d'affaires révélait que John Jacob Astor, William Rockefeller et Thomas Fortune Ryan étaient parfaitement d'accord avec la guerre. J.P. Morgan, pour sa part, estimait que continuer à discuter avec les Espagnols ne servait plus à rien. Le 21 mars 1898, Henry Cabot Lodge écrivit à McKinley une longue lettre, l'informant qu'il avait discuté avec des banquiers, des agents de change, des hommes d'affaires, des patrons de presse, des ecclésiastiques et d'autres encore, à Boston, à Lynn et à Nahant. Et tous, y compris les plus conservateurs d'entre eux, souhaitaient que la question cubaine fût résolue. Lodge précisait que, de leur point de vue, pour les affaires, il valait mieux un bon choc, et puis plus rien qu'une succession de spasmes tels que nous en aurons si la guerre à Cuba continue. Le 25 mars, un télégramme adressé par un conseiller de McKinley arrivait à la Maison-Blanche annonçant « Ici, les grandes entreprises croient à présent que nous aurons la guerre, et elles l'accueilleront comme un soulagement après tout ce suspense. » Fin de citation. 2 jours après, McKinley lançait un ultimatum à l'Espagne, exigeant un armistice. Il n'évoquait pas l'indépendance de Cuba. Un porte-parole des insurgés cubains, membre de la communauté cubaine de New York, interpréta cela comme le signe que les États-Unis désiraient simplement prendre la place de l'Espagne. Il répondit à McKinley que, devant l'actuelle proposition d'intervention sans reconnaissance préalable de l'indépendance, il est nécessaire pour nous d'aller plus loin et d'affirmer que nous devons considérer une telle intervention, et c'est ce que nous faisons comme ni plus ni moins une déclaration de guerre des États-Unis contre les révolutionnaires cubains. Et en effet, lorsque McKinley proposa la guerre au Congrès, le 11 avril 1898, il ne reconnut pas les rebelles comme des belligérants et ne demanda pas l'indépendance de Cuba. 9 jours plus tard, le Congrès réuni donna à McKinley la permission d'intervenir. Lorsque les forces américaines débarquèrent à Cuba, les insurgés les accueillirent avec joie, pensant que l'amendement, Taylor, garantissait l'indépendance de Cuba. Nombreux sont les livres d'histoire sur la guerre hispano-américaine qui prétendent que l'opinion publique a poussé McKinley à déclarer la guerre à l'Espagne et à envoyer des troupes à Cuba. Effectivement, certains journaux influents avaient exercé une forte pression en ce sens, parfois même de manière hystérique. En outre, de nombreux Américains, croyant que l'objectif de l'intervention était l'indépendance de Cuba, en soutenaient l'idée. Même McKinley se serait-il lancé dans une guerre pour satisfaire la presse et une partie de la population? Il n'existait pas de sondage d'opinion à cette époque. Et si les milieux d'affaires ne l'avaient pas exigé? Plusieurs années après, le responsable du bureau du commerce extérieur au département de commerce américain écrivait à propos de cette période. À la base de ce sentiment populaire, qui aurait pu s'évanouir avec le temps et qui obligea les États-Unis à prendre les armes contre la domination espagnole à Cuba, se trouvaient nos relations économiques avec les Antilles et les républiques d'Amérique du Sud. La guerre hispano-américaine n'était qu'un événement dans une dynamique générale d'expansion qui avait ses racines dans le changement d'environnement de nos capacités industrielles, qui dépassaient de loin la capacité de consommation intérieure. Il était indispensable de trouver non seulement des acheteurs étrangers pour nos produits, mais également les moyens de rendre l'accès à ces marchés extérieurs à la fois facile, économique et sûr. Fin de citation. Les syndicats américains s'opposaient à l'expansionnisme. Les Chevaliers du Travail et l'American Federation of Labor, AFL,
avait rejeté l'idée d'une annexion de Hawaï proposée par McKinley en 1897. Malgré la sympathie qu'ils éprouvèrent pour les rebelles cubains, dès le début de l'insurrection contre l'Espagne, en 1895, ils rejetèrent donc à la convention de l'AFL une résolution réclamant l'intervention des États-Unis. Samuel Gompers de l'AFL écrivait à un ami: « La sympathie de notre mouvement pour Cuba est réelle, fervente et sincère, mais elle ne signifie pas que nous soyons liés à certains aventuriers qui souffrent apparemment d'hystérie. » Lorsque l'explosion du Maine, en février 1898, inspira des discours enflammés en faveur de la guerre, le mensuel de l'Association internationale des mécaniciens reconnut qu'il s'agissait d'un véritable drame, mais souligna également que les accidents du travail, entraînant la mort de travailleurs, ne provoquaient pas une telle ferveur nationale. Le journal rappelait le massacre de Latimer, du 10 septembre 1897, lors d'une grève des mineurs en Pennsylvanie. Des mineurs autrichiens, hongrois, italiens et allemands, importés à l'origine en tant que briseurs de grève, mais qui s'étaient ensuite organisés, qui manifestaient sur la route menant à la mine Latimer, refusèrent de se disperser. Aussitôt le shérif et sa troupe avaient fait feu, tuant 19 personnes, pour la plupart abattues dans le dos, sans que la presse ne s'en scandalise. Le journal ouvrier rappelait que le carnage macabre qui a eu lieu chaque jour, chaque mois et chaque année dans le secteur industriel, les milliers de vies fichues sacrifiées annuellement sur l'autel de la cupidité, le tribut de sang versé par le travail au capital, n'inspire aucun cri de vengeance et de réparation. La mort vient, à des milliers d'occasions, réclamer ses victimes dans les usines et dans les mines, sans qu'aucune clameur populaire ne se fasse alors entendre. Fin de citation. L'organe officiel de l'AFL du Connecticut, The Craftsman, se méfiait également de l'hystérie consécutive à l'explosion du Maine. Un plan gigantesque et machiavélique est ostensiblement mis en œuvre pour mettre les États-Unis au premier rang des puissances maritimes et militaires. La vraie raison est que les capitalistes ramasseront la mise et que les travailleurs qui oseront demander un salaire décent seront abattus comme des chiens errants. Certains syndicats, le United Mine Workers par exemple, appuyèrent l'idée d'une intervention américaine après l'explosion du Maine, mais la plupart s'opposaient à la guerre. Le trésorier de l'American Longshoremen Union, Bolton Hall, rédigea un appel aux travailleurs en faveur de la paix, qui fut très largement diffusé. Citation: « S'il y a une guerre, c'est vous qui fournirez les cadavres et les impôts, et les autres récolteront la gloire. Les spéculateurs gagneront de l'argent grâce à cela, c'est-à-dire grâce à vous. Les soldats devront payer plus cher du matériel de mauvaise qualité, des bottes trouées, des vêtements mal foutus et des chaussures en carton-pâte. C'est vous qui paierez l'addition, et la seule satisfaction que vous vous en tirerez, c'est le privilège de haïr votre camarade espagnol qui, en vérité, est votre frère et est aussi peu responsable des malheurs de Cuba que vous ne l'êtes de vous-même. » Les socialistes refusaient la guerre, à l'exception du journal juif, le Daily Forward. The People, journal du Parti socialiste ouvrier, qualifiait la question de la liberté de Cuba de prétexte et déclarait que le gouvernement voulait la guerre pour détourner l'attention des travailleurs de leurs vrais problèmes. L'Appeal to Reason, un autre journal socialiste, affirmait que la dynamique en faveur de la guerre était une des méthodes favorites des dirigeants pour empêcher le peuple de combattre les injustices intérieures. Un socialiste écrivait dans le Voice of Labor de San Francisco: « Il est terrible de penser que les pauvres travailleurs de ce pays pourraient être envoyés pour tuer et blesser les pauvres travailleurs d'Espagne, simplement parce qu'une poignée de dirigeants les inciterait à le faire. » Pourtant, comme le remarque Foner, une fois la guerre déclarée, la majorité des syndicats succombèrent à la fièvre guerrière. Samuel Gompers parla de guerre juste et glorieuse et prétendit que 250 000 travailleurs syndiqués s'étaient déjà portés volontaires pour le service armé. Le United Mine Workers, remarquant que la hausse des prix du charbon était une conséquence de la guerre, annonçait que les commerces du charbon et de l'acier n'avaient pas été aussi florissants depuis bien des années. La guerre entraîna des créations d'emplois et l'augmentation des salaires, mais également une hausse des prix. Foner affirme que non seulement le coût de la vie augmenta considérablement, mais en l'absence de tout impôt sur les revenus, le coût de la guerre fut supporté par les plus pauvres à travers l'augmentation des taxes sur le sucre, la mélasse, le tabac et autres produits du même type. Gompers, qui soutenait officiellement la guerre, signalait néanmoins en privé qu'elle avait amputé de 20% le pouvoir d'achat des travailleurs. Le 1er mai 1898, à New York, les autorités interdirent la manifestation que le Parti socialiste ouvrier organisait contre la guerre. Elles autorisaient en revanche une autre manifestation organisée le jour même par le journal juif Daily Forward, appelant les travailleurs juifs à soutenir la guerre. Le Labor World de Chicago déclara pour finir que cela avait été une guerre de pauvres payée par les pauvres. Les riches, eux, en ont profité comme toujours. La Western Labor Union fut fondée à Salt Lake City le 10 mai 1898 parce que l'AFL ne s'occupait pas des travailleurs non qualifiés.
Ce syndicat souhaitait réunir tous les travailleurs, sans distinction de profession, de nationalité, d'opinion ou de couleur, et sonner le glas de toutes les entreprises et trusts qui ont privé le travailleur américain des fruits de son labeur. Fin de citation. L'organe de ce syndicat jugeait que l'annexion de Hawaï prouvait que la guerre, qui avait commencé sous prétexte de secourir les Cubains, affamés, s'était soudainement changée en guerre de conquête. La prédiction du docteur Bolton Hall, concernant la corruption et le mercantilisme en temps de guerre, devait se révéler remarquablement pertinente. L'Encyclopedia of American History de Richard Morris fournit des données chiffrées effarantes. Parmi les quelques 247 000 officiers et simples soldats qui servirent au cours de la guerre hispano-américaine et pendant la période de démobilisation, 5 462 sont morts sur différents théâtres d'opération et dans les campements aux États-Unis. Seuls 379 décès sont le fait des combats, les autres étant dus à la maladie ou à d'autres causes. Fin de citation. Les mêmes chiffres sont étudiés par Walter Millis dans son livre The Martial Spirit. L'Encyclopedia of American History les présente sèchement et sans faire mention du bœuf embaumé, image utilisée par un général, vendu à l'armée par les abattoirs, de la viande conservée dans un mélange d'acide borique, de nitrate, de potassium et de colorants artificiels. En mai 1898, Armour & Company, la plus grande entreprise d'abattage de Chicago, vendit à l'armée 500 000 livres de bœuf qui avaient été expédiés à Liverpool l'année précédente et en étaient revenus depuis. 2 mois plus tard, un inspecteur de l'armée, vérifiant la viande fournie par Armour, enregistrée et approuvée au préalable par un inspecteur du service vétérinaire de l'alimentation, trouva 751 caisses contenant de la viande avariée. Dans les 60 premières caisses ouvertes, il découvrit 14 conserves périmées, dont le contenu putréfié s'était répandu partout. Cette description provient du rapport de la commission d'enquête sur le comportement du département à la guerre pendant la guerre hispano-américaine, présenté au Sénat en 1900. Des milliers de soldats furent victimes d'intoxication alimentaire. Nous ne connaissons pas le nombre de ceux qui, parmi les quelques 5000 morts de cette guerre, moururent de ces intoxications. Les forces espagnoles furent battues après 3 mois, de ce que John Hay, le secrétaire d'État américain, qualifia de « jolie petite guerre ». Les autorités militaires américaines prétendirent que l'armée cubaine rebelle n'existait pas. Lorsque les Espagnols rendirent les armes, aucun Cubain ne fut autorisé à prendre part à la reddition ni à la signer. Le général William Shafter déclara qu'aucune force rebelle ne sera autorisée à pénétrer dans Santiago, la capitale, et annonça au chef des rebelles, le général Calixto Garcia, que les anciennes autorités civiles espagnoles conserveraient les fonctions municipales à Santiago. Les historiens américains ont généralement passé sous silence ce rôle des insurgés cubains dans la conduite de la guerre. Philippe Foner est le premier à avoir publié dans son livre la lettre de protestation du général Garcia adressée au général Shafter. Vous n'avez dédaigné m'adresser un seul mot sur le déroulement des négociations de paix ou sur les termes de la capitulation espagnole. Lorsque la question s'est posée de nommer les nouvelles autorités de Santiago de Cuba, je n'ai pu que constater avec le plus profond regret que ces autorités, loin d'être élues par le peuple cubain, sont celles-là même qu'avait choisi la reine d'Espagne. Général, une rumeur trop absurde pour qu'on y prête foi prétend que ces mesures, et celles qui interdisent à mon armée de pénétrer dans Santiago, sont motivées par la crainte de massacres et de représailles contre les Espagnols. Permettez-moi, monsieur, de protester contre ne serait-ce que l'ombre d'une idée pareille. Nous ne sommes pas des sauvages, ignorant les lois de la guerre civilisée. Nous sommes une armée pauvre et résolue, aussi pauvre et résolue que pouvait l'être celle de vos aïeux, dans leur lutte pour l'indépendance. En même temps que l'armée américaine, le capital américain investissait à Cuba. Avant même que le drapeau espagnol eût cessé de flotter sur Cuba, les intérêts d'affaires s'arrangèrent pour y étendre leur influence. Les négociants, les agents fonciers, les spéculateurs boursiers, les aventuriers sans scrupules et les promoteurs avides de faire rapidement fortune s'abattaient sur Cuba par milliers. 7 trusts s'empoignèrent pour le contrôle des franchises sur la Havana Street Railway, qui furent finalement accordées à Percival Farquhar, représentant des intérêts de Wall Street. Ainsi, en même temps que l'occupation militaire de Cuba, se mettait en place son occupation commerciale. La Lumberman's Review, organe de l'industrie du bois, déclarait en pleine guerre: aussitôt que l'Espagne aura lâché les rênes du pouvoir à Cuba, le temps sera venu pour les intérêts de l'industrie du bois américaine de s'installer dans cette île afin d'en exploiter les produits forestiers. Cuba possède 4 millions d'hectares de forêts vierges riches en bois de bonne qualité, dont la quasi-totalité trouverait preneur aux États-Unis et à des prix élevés. Dès la guerre finie, les Américains s'emparèrent des chemins de fer, des mines et des exploitations sucrières. En quelques années, 30 millions de dollars de capital américain y furent investis, et la United Fruit s'introduisit dans l'industrie sucrière cubaine. Elle acheta 1 700 000 hectares de terre à 50 cents l'hectare. L'American Tobacco Company
s'imite elle aussi. Foner estime qu'à la fin de l'occupation américaine, en 1901, au moins 80% des exportations des minerais cubains étaient dans des mains américaines, et en particulier aux mains de la Bethlehem Steel. Une série de grèves éclatèrent au cours de l'occupation militaire. En septembre 1899, un rassemblement de milliers de travailleurs à La Havane fut le premier épisode d'une grève générale en faveur de la journée de 8 heures. Les grévistes déclaraient qu'ils avaient décidé de promouvoir la lutte des forces du travail contre les capitalistes. En effet, les travailleurs cubains n'accepteront pas plus longtemps de demeurer dans la plus totale soumission. Le général américain William Ludlow ordonna au maire de La Havane d'arrêter 11 des meneurs de la grève, et les troupes américaines occupèrent les gares et les ports. La police quadrilla la ville en dispersant les rassemblements, mais l'activité économique avait déjà cessé dans toute la ville. Les travailleurs du tabac se mirent en grève, ainsi que les imprimeurs et les boulangers. Des centaines de grévistes furent arrêtés et certains des meneurs emprisonnés furent contraints sous la menace d'appeler à cesser le mouvement. Les États-Unis n'annexèrent pas Cuba mais avertirent la Convention constitutionnelle cubaine que l'armée américaine ne quitterait pas Cuba tant que l'amendement Platt, voté par le Congrès américain en février 1901, ne serait pas intégré à la nouvelle constitution. Cet amendement autorisait les États-Unis à intervenir en faveur de la sauvegarde de l'indépendance cubaine et du maintien d'un gouvernement attaché à la protection de la vie, de la propriété et de la liberté individuelle. Il offrait également aux États-Unis la possibilité d'installer des bases navales et des concessions minières en certains points spécifiques de l'île. L'amendement Taylor et la question de la liberté de Cuba, avant et pendant la guerre, avaient permis aux Américains et aux Cubains d'envisager une indépendance véritable. C'est pourquoi l'amendement Platt fut considéré par la presse ouvrière et radicale comme par certains groupes et journaux à travers tout le pays comme une trahison. Un important rassemblement organisé au Faneuil Hall de Boston par la Ligue américaine contre l'impérialisme dénonçait cet amendement. L'ex-gouverneur George Boutwell déclara « Au mépris de nos engagements en faveur de la liberté et de l'indépendance de Cuba, nous imposons à cette île des conditions de servilité coloniale. » Fin de citation. À La Havane, une retraite au flambeau de 15 000 Cubains marcha sur la Convention constitutionnelle pour exiger qu'elle rejette l'amendement Platt. Le général Leonard Wood, chef des forces d'occupation, affirma au président McKinley que le peuple cubain se lançait assez facilement dans toutes sortes de défilés et de parades auxquels il ne fallait pas trop attacher d'importance. Un comité fut chargé de répondre aux demandes insistantes des États-Unis concernant l'amendement Platt. Le rapport de ce comité intitulé « Penancia a la Convention » fut rédigé par un délégué noir de Santiago. Il déclarait « De la part des États-Unis, se réserver le droit de déterminer à quel moment l'indépendance serait menacée et à quel moment ils doivent intervenir pour la préserver, revient à posséder les clés de notre maison, afin de pouvoir y pénétrer n'importe quand et selon leur bon plaisir, de jour comme de nuit, dans de bonnes ou de mauvaises intentions. Les seuls gouvernements viables seraient alors ceux qui auraient le soutien et la bénédiction des États-Unis, en conséquence de quoi nous ne pourrions avoir que de faibles et misérables gouvernements, plus attachés à obtenir la bénédiction des États-Unis qu'à servir et à défendre les intérêts de Cuba. » Ce rapport qualifiait la requête de concessions navales et minières de mutilation de la patrie, et concluait en ces termes. Un peuple occupé militairement se voit intimer l'ordre, avant même de pouvoir consulter son propre gouvernement et d'être libre sur sa propre terre, d'accorder aux forces d'occupation venues en amis et en alliés des droits et des prérogatives qui annuleraient sa souveraineté même. C'est là la situation que nous impose la méthode récemment adoptée par les États-Unis. Rien ne saurait être plus odieux et inadmissible. Après ce rapport, la Convention cubaine rejeta à la grande majorité l'amendement Platt. Cependant, 3 mois de pressions américaines, d'occupation militaire et le refus de permettre aux Cubains de constituer leur propre gouvernement, tant qu'ils n'accepteraient pas l'amendement, finirent par porter leurs fruits. La Convention, après plusieurs refus, adopta finalement l'amendement Platt. Le général Leonard Wood écrivit à Theodore Roosevelt en 1901 qu'avec l'amendement Platt, il ne serait plus rien ou presque de l'indépendance cubaine. C'est ainsi que Cuba fut rattachée à la sphère d'influence américaine, sans toutefois devenir une colonie affichée. La guerre hispano-américaine entraîna néanmoins quelques annexions territoriales de la part des États-Unis. Puerto Rico, pays voisin de Cuba dans la Caraïbe, et qui appartenait aux Espagnols, fut envahi par les forces américaines. Hawaï, dans le Pacifique, qui avait déjà été investi par les missionnaires américains et par les propriétaires de plantations d'ananas, qui avait été décrit par les milieux officiels américains comme un fruit mûr prêt à être cueilli, fut annexé par décision du Congrès en juillet 1898. À peu près à la même époque, l'île de Wake, à 2300 miles à l'ouest d'Hawaï, sur la route du Japon, fut occupée elle aussi. Et Guam, dans le Pacifique, possession espagnole aux portes des Philippines, fut prise également.
En décembre 1898, le traité de paix signé avec l'Espagne confia officiellement aux États-Unis, contre une somme de 20 millions de dollars, Guam, Puerto Rico et les Philippines. On discuta âprement aux États-Unis de l'opportunité de s'emparer également des Philippines. On raconte que le président McKinley aurait déclaré à un groupe de visiteurs à la Maison-Blanche comment il prit sa décision. « Avant que vous ne partiez, je voudrais juste vous dire un mot sur l'affaire des Philippines. En vérité, je ne voulais pas des Philippines, et lorsqu'elles sont venues à nous comme un cadeau des dieux, je ne savais pas quoi en faire. Je cherchais conseil de tous les côtés, chez les démocrates, chez les républicains, mais cela ne m'aida pas beaucoup. Je pensais d'abord qu'il nous suffirait de prendre Manille et Luzon, et d'autres îles peut-être. J'arpentais les couloirs de la Maison-Blanche tous les soirs jusqu'à minuit, et je n'ai pas honte de vous affirmer, messieurs, que plus d'une nuit je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu Tout-Puissant de m'apporter lumière et soutien. C'est ainsi qu'une nuit, la solution m'est apparue. Je ne sais pas comment, mais c'est venu. 1. On ne pouvait pas rendre les Philippines aux Espagnols. C'eût été lâche et déshonorant. 2. On ne pouvait pas les confier à la France ou à l'Allemagne, qui sont nos concurrents en Orient. C'eût été commercialement une faute et nous nous serions discrédités. 3. On ne pouvait pas les abandonner à leur propre sort. Ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Cela aurait été rapidement l'anarchie et la situation aurait été pire que sous l'autorité espagnole. 4. Il ne nous restait plus qu'à les prendre et à éduquer les Philippins, à les élever, à les civiliser, à les christianiser. Bref, avec l'aide de Dieu, à faire au mieux pour eux, qui sont nos semblables, pour lesquels Christ est également mort. Alors je suis allé me coucher, et j'ai dormi, d'un sommeil profond. » Fin de citation. Les Philippins, semble-t-il, n'avaient pas reçu le même message divin. En février 1899, ils se soulevèrent contre le pouvoir américain, comme ils l'avaient fait plusieurs fois contre les Espagnols. Emilio Aguinaldo, un chef philippin qui avait été ramené de Chine par la marine américaine pour prendre la tête des soldats dans la lutte contre l'Espagne, devint le leader des insurgés anti-américains. Il proposa l'indépendance des Philippins dans le cadre d'un protectorat américain. Sa proposition fut refusée. Les États-Unis mirent 3 ans à venir à bout de cette révolte avec 70 000 soldats, 4 fois plus qu'à Cuba, et des milliers de pertes au combat, bien plus qu'à Cuba. Ce fut une guerre très dure. Chez les Philippins, il y eut un nombre de morts également impressionnant, tant du fait des combats que des maladies. Désormais, le goût de l'Empire possédait aussi bien des politiciens que les milieux d'affaires à travers tout le pays. Le racisme, le paternalisme et les questions de profit se mêlaient au discours sur la destinée et la civilisation. Le 9 janvier 1900, Albert Beveridge s'exprima devant le Sénat au nom des intérêts économiques et politiques dominants du pays. Monsieur le Président, la franchise est maintenant de mise. Les Philippines sont à nous pour toujours. Et à quelques encablures des Philippines se trouvent les inépuisables marchés chinois. Nous ne nous retirerons pas de cette région. Nous ne renoncerons pas à jouer notre rôle dans la mission civilisatrice à l'égard du monde que Dieu lui-même a confié à notre race. Le Pacifique est notre océan. Vers où devons-nous nous tourner pour trouver des consommateurs à nos excédents? La géographie répond à cette question. La Chine est notre client naturel. Les Philippines nous fournissent une base aux portes de tout l'Orient. Nulle terre en Amérique ne surpasse en fertilité les plaines et les vallées de Luzon. Le riz, le café, le sucre, la noix de coco, le chanvre et le tabac. Le bois des Philippines peut fournir le monde entier pour le siècle à venir. À Cebu, l'homme le mieux informé de l'île m'a dit que sur une 60aine de kilomètres, la chaîne montagneuse de Cebu était pratiquement une montagne de charbon. J'ai ici une pépite d'or trouvée, telle quelle, sur les rives d'une rivière des Philippines. Pour ma part, je suis sûr qu'il n'y a pas parmi les Philippins plus de 100 personnes qui sachent ce que l'autonomie à l'anglo-saxonne signifie, et il y a là-bas quelques 5 millions de gens à gouverner. Nous avons été accusés d'avoir mené aux Philippines une guerre cruelle. Messieurs les sénateurs, c'est tout le contraire. Les sénateurs doivent se souvenir que nous n'avons pas affaire à des Américains ou à des Européens, mais à des Orientaux. Fin de citation. Selon McKinley, les combats contre les rebelles commencèrent après que les insurgés eurent attaqué les forces américaines. Pourtant, plus tard, des soldats américains affirmèrent que les États-Unis avaient tiré le premier coup de feu. Après la guerre, un officier de l'armée s'exprimant au Faneuil Hall de Boston déclara que son colonel lui avait donné l'ordre de provoquer un conflit avec les insurgés. En février 1899, se tint à Boston un banquet pour célébrer la ratification par le Sénat du traité de paix avec l'Espagne. Le président McKinley fut invité par le riche industriel du textile W.B. Plunkett à y prendre la parole. Il s'agissait du plus important banquet de l'histoire des États-Unis. 2000 invités, 400 serveurs. McKinley déclara que nul dessein impérialiste ne couvait dans l'esprit des Américains. Lors de ce même banquet, devant les mêmes invités, son ministre des Postes, Charles Emory Smith, affirma « Tout ce que nous voulons, c'est un marché pour nos excédents.
William James adressa au Transcript de Boston un courrier dans lequel il faisait référence aux propos hypocrites et gluants de McKinley lors du banquet de Boston, et déclarait que l'opération Philippine puait l'infernale habileté du grand magasin passé, maître dans l'art d'assassiner silencieusement et sans entraîner de vocifération publique ou de crise nerveuse les petits commerces du voisinage. Fin de citation. James était membre d'un mouvement réunissant les hommes d'affaires, les politiciens et les intellectuels éminents qui avait fondé la Ligue anti-impérialiste en 1898 et mené une longue campagne pour sensibiliser les Américains aux horreurs de la guerre des Philippines et aux méfaits de l'impérialisme. Il s'agissait d'un mouvement étrange. Andrew Carnegie en faisait partie, qui rassemblait des aristocrates ennemis du mouvement ouvrier et des intellectuels unis dans une condamnation morale de ce que l'on faisait subir aux Philippins au nom de la liberté. Quelles que fussent leurs divergences sur d'autres questions, ils tombaient tous d'accord avec James lorsqu'il s'emportait. Dieu maudisse les États-Unis pour leur misérable conduite aux Philippines. La Ligue anti-impérialiste publia des lettres de soldats faisant leur service aux Philippines. Un capitaine originaire du Kansas écrivait « La ville de Caloocan était censée abriter 17 000 habitants. Le 20e du Kansas est passé par là et maintenant il n'y a plus âme qui vive à Caloocan. » Un simple soldat du même régiment affirma « J'ai mis moi-même le feu à plus de 50 maisons de Philippins après la victoire de Caloocan. Des femmes et des enfants ont été victimes de nos incendies. » Un volontaire de l'État de Washington écrivit pour sa part que notre esprit combatif était au plus haut et nous voulions tous tuer du nègre, entre guillemets. On les a attirés comme des lapins. C'était une époque de racisme intense aux États-Unis. Entre 1889 et 1903, 2 Noirs en moyenne étaient assassinés chaque semaine, pendus, brûlés vifs ou mutilés. Les Philippins avaient la peau sombre, présentaient des caractéristiques physiques spécifiques, parlaient un drôle de langage et semblaient étrangers aux yeux des Américains. À la brutalité aveugle habituelle de la guerre, venait donc s'ajouter le facteur de l'hostilité raciale. En novembre 1901, le correspondant du Ledger de Philadelphie à Manille rapportait « La guerre actuelle n'est pas une guerre d'opérette menée en gants blancs. Nos hommes ont été impitoyables. Ils ont tué pour exterminer hommes, femmes et enfants, prisonniers et otages, rebelles avérés et individus suspects de plus de 10 ans. L'idée qui a prévalu est qu'un Philippin, en tant que tel, n'a pas plus de valeur qu'un chien. Nos soldats ont fait ingurgiter de l'eau salée à des individus pour les faire parler. Ils ont également fait prisonnier des individus qui se rendaient pacifiquement, les mains en l'air, et 1 heure plus tard, sans un atome de preuve qu'il s'agissait bien là d'insurgés, les ont emmenés sur un pont et les ont abattus les uns après les autres. Pour finir, ils les ont jetés dans la rivière, les laissant aller au fil du courant, afin qu'ils servent d'exemple à ceux qui découvriraient leur corps criblé de plomb. Un général américain en poste dans le sud de Luzon déclarait, de retour aux États-Unis au début 1901, « Un 6e des indigènes de Luzon ont été tués ou sont morts de la fièvre au cours de ces dernières années. Les décès par exécution ont été très nombreux, mais je pense que toutes ces morts ont été nécessaires à la poursuite de nos objectifs de guerre. Il était nécessaire d'adopter ce que d'autres pays auraient pu qualifier de mesures cruelles. » Le secrétaire à la guerre, Elihu Root, dut se défendre contre des accusations de barbarie. La guerre aux Philippines a été menée par les armées américaines selon les règles les plus scrupuleuses de la guerre civilisée, en faisant preuve de pondération et d'une humanité jamais égalée. Fin de citation. À Manille, un marine du nom de Littletown Waller, chef d'escadron, fut accusé d'avoir exécuté sur l'île de Samar 11 Philippins sans défense ni procès. D'autres officiers, des Marines, évoquaient son témoignage. Le major a déclaré que le général Smith lui avait donné l'ordre de tuer et d'incendier, en lui disant que plus il tuerait et brûlerait, et plus il en aurait de plaisir, que ce n'était plus le moment de faire des prisonniers, et qu'il devait faire de Samar un désert. Le major Waller a demandé au général Smith de préciser la limite d'âge pour les exécutions, et celui-ci répondit « tout ce qui dépasse 10 ans ». Le responsable de la province de Batanga estimait que sur une population de 300 000 habitants, 100 000 étaient morts au combat, de maladie ou de famine. Mark Twain écrivit au sujet de cette guerre « Nous avons pacifié des milliers d'insulaires et les avons enterrés. Nous avons détruit leurs champs, incendié leurs villages et expulsé leurs veuves et leurs enfants. Nous avons mécontenté quelques douzaines de patriotes désagréables en les exilant, soumis la dizaine de millions qui restaient par une bienveillante assimilation. Pieux euphémisme pour parler des fusils. Nous avons acquis des parts dans les 300 concubines et autres esclaves de notre partenaire en affaires, le sultan de Soulou, et finalement hissé notre drapeau protecteur sur ce butin. Et ainsi, l'expression est du gouvernement et non de moi, nous sommes une puissance mondiale. » Fin de citation. La puissance de feu des Américains était très largement supérieure à tout ce que les rebelles philippins pouvaient lui opposer. Dès la toute première bataille, l'amiral Dewey
remonta la rivière Pasig et tira des obus de 500 dans les tranchées philippines. Les morts philippins étaient empilés à une telle hauteur que les Américains s'en servaient comme des parapets de tranchées. Un témoin anglais s'indigna. Ce n'est pas une guerre, c'est une boucherie criminelle. Il se trompait, il s'agissait bien d'une guerre. Les rebelles, confrontés à cette effroyable violence, parvinrent à résister durant toutes ces années car ils bénéficiaient du soutien de la population. Le général Arthur MacArthur, responsable de la conduite de la guerre aux Philippines, déclarait qu'il pensait que les troupes d'Aguinaldo ne représentaient qu'une fraction de la population. Je ne voulais pas imaginer que l'ensemble de la population de Luzon, c'est-à-dire la population indigène, était contre nous. Mais il reconnaissait aussi qu'il avait été obligé malgré lui de l'admettre, car la tactique de guérilla de l'armée philippine reposait sur une presque parfaite unité d'action de la population indigène dans son ensemble. Malgré les preuves de plus en plus criantes des brutalités commises et le travail de la Ligue anti-impérialiste, quelques syndicats ouvriers soutenaient l'action armée aux Philippines. Le syndicat des typographes déclarait apprécier l'idée d'annexer un nombre accru de territoires, où l'installation d'écoles anglophones profiterait au secteur de l'imprimerie. La revue des ouvriers du verre espérait que les nouveaux territoires se fourniraient en verre. Les confréries des chemins de fer jugeaient que l'expédition des produits américains dans les nouveaux territoires signifierait plus de travail pour les compagnies ferroviaires. Certains syndicats reprenaient même le discours des milieux d'affaires. L'ouverture d'un marché aux excédents de la production américaine permettrait d'éviter une autre crise économique. D'un autre côté, le Leather Workers Journal, organe des ouvriers du cuir, affirmait que l'augmentation des salaires résoudrait tout aussi bien le problème des excédents de production en accroissant le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Le Carpenters Journal, celui des charpentiers, doutait que les travailleurs anglais tirent le moindre avantage de toutes les possessions coloniales britanniques. Le National Labour Tribune, publication des ouvriers du fer, de l'acier et de l'étain, admettait que les Philippins possédaient d'importantes ressources en minerais, tout en ajoutant qu'on pouvait en dire autant des États-Unis. Mais si quelqu'un vous demande si vous possédez une mine de charbon, une plantation de canne à sucre ou une compagnie de chemin de fer, répondez non. Toutes ces choses sont aux mains de trusts contrôlés par une petite poignée d'hommes. Lorsqu'on discuta au Congrès du traité d'annexion des Philippines, au début de 1899, les Central Labor Unions de Boston et de New York s'y opposèrent. Un grand rassemblement fut organisé à New York contre l'annexion. La Ligue anti-impérialiste fit circuler plus d'1 million de publications en tout genre contre l'annexion des Philippines. Selon Foner, si la Ligue était de fait dominée et organisée par et autour de quelques intellectuels et hommes d'affaires, une très large fraction de ces quelques 500 000 membres était issue du milieu ouvrier, femmes et noirs compris. Les comités locaux de la Ligue tinrent des réunions partout à travers le pays. La campagne contre le traité d'annexion fut très importante. Le Sénat ne le ratifia qu'à une voix près. Les réactions mitigées de la classe ouvrière face à la guerre, séduite par les avantages économiques qu'elle promettait, mais néanmoins choquée par la violence et l'expansion capitaliste, garantissaient qu'elle ne s'unirait pas pour faire cesser la guerre, ni pour conduire une guerre de classe contre le système sur le sol même des États-Unis. Les réactions des soldats noirs vis-à-vis de la guerre étaient également très diverses. Il y avait la simple nécessité de progresser dans une société où la vie militaire offrait des opportunités d'avancement habituellement refusées aux Noirs. Il y avait la fierté de race, le désir de montrer que les soldats noirs pouvaient être aussi braves, aussi patriotes que les autres. Mais, en même temps, il y avait une conscience vive de la brutalité de cette guerre menée contre des hommes de couleur et qui rappelait les violences commises contre le peuple noir aux États-Unis. Dans son Smoked Yankees and the Struggle for Empire, Willard Gatewood publie et analyse 114 lettres adressées à des journaux noirs et écrites par des soldats noirs entre 1898 et 1902. Ces lettres témoignent de tous ces sentiments mêlés. Les soldats noirs basés à Tampa, en Floride, subirent la haine raciale exacerbée des Blancs de cette localité. En outre, après s'être distingués dans la guerre de Cuba, les soldats noirs n'en tirèrent aucun avantage. Les officiers blancs continuaient de commander des régiments noirs. Les soldats noirs de Lakeland, en Floride, agressèrent un commerçant qui avait refusé de servir l'un d'entre eux. Lors de la confrontation, qui s'ensuivit avec une foule de blancs, ils tuèrent un civil. À Tampa, une émeute raciale éclata lorsque des soldats blancs, totalement ivres, décidèrent de prouver leur talent de tireur en prenant un enfant noir pour cible. Les soldats noirs se vengèrent. Par la suite, les rues de la ville se couvrirent du sang noir, selon les commentaires de la presse. 27 soldats noirs et 3 blancs furent gravement blessés. L'aumônier d'un régiment noir cantonné à Tampa écrivit à la Gazette de Cleveland. L'Amérique est-elle meilleure que l'Espagne ? N'y a-t-il pas quotidiennement parmi ses propres sujets des hommes qui sont assassinés sans jugement d'aucune sorte ? N'existe-t-il pas dans le cadre de ses propres frontières des sujets dont les enfants sont mal nourris et quasiment nus parce que leur père a la peau noire ?
et pourtant le noir est loyal envers le drapeau de son pays. Ce même aumônier, Georges Pirolo, rappelle que les vétérans noirs de la guerre de Cuba furent accueillis avec mépris et sans générosité à Kansas City dans le Missouri. Il affirme que ces petits gars noirs, héros de la nation, n'étaient pas autorisés à se tenir au comptoir des restaurants et à manger des sandwichs ou à boire du café, alors que les soldats blancs étaient des bienvenus et qu'on les invitait même à s'asseoir en leur offrant le dîner. Néanmoins, ce fut sans aucun doute la guerre des Philippines qui conduisit de nombreux Noirs américains à prendre activement position contre la guerre. L'évêque de l'African Methodist Episcopal Church, Henry M. Turner, qualifiait la campagne des Philippines de guerre de conquête inique et qualifiait les Philippins de patriotes noirs. 4 régiments noirs étaient sur le terrain aux Philippines. La plupart des soldats noirs nouèrent des liens avec les indigènes à la peau noire des îles et n'acceptaient pas le terme de nègre utilisé par les soldats blancs pour qualifier les Philippins. Selon Gatewood, un nombre inhabituellement grand de soldats noirs désertèrent pendant la campagne des Philippines. Les rebelles philippins adressaient souvent des messages à ceux qu'ils appelaient les soldats américains de couleur, pour leur rappeler les lynchages dont ils avaient été eux-mêmes victimes chez eux, et leur demander de ne pas servir l'impérialisme des Blancs contre les autres peuples de couleur. Certains déserteurs se joignirent aux rebelles philippins. Le plus fameux d'entre eux fut David Fagan, du 24e régiment d'infanterie. Selon Gatewood, il accepta un commandement dans l'armée rebelle et fit, pendant 2 ans, de nombreux dégâts dans les rangs des forces américaines. Des Philippines, William Sims écrivait « J'ai été frappé par une question qu'un petit Philippin m'a posée et qui disait à peu près ceci. Pourquoi les Américains noirs viennent-ils nous combattre alors que nous sommes plutôt leurs amis et que nous ne leur avons rien fait? Il est comme moi et moi je suis comme vous. Pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas contre ces gens en Amérique qui brûlent les Noirs et qui vous traitent comme des bêtes ?» Dans une lettre de 1899, un autre soldat déclarait « Nos sympathies raciales iraient naturellement envers les Philippins. Ils combattent dignement pour ce qu'ils considèrent comme leur intérêt, mais il nous est viscéralement impossible de tourner le dos à notre propre pays. » Patrick Mason, sergent dans le 24e d'infanterie, écrivit à la Gazette de Cleveland, qui rejetait fermement l'annexion des Philippines, la lettre suivante. « Cher monsieur, je n'ai pas eu à combattre depuis que je suis ici, et j'espère bien ne pas avoir à le faire. Je suis désolé pour ces gens et pour tout ce que les États-Unis leur ont fait. Je ne pense pas que nous agirons avec justice envers eux. La première chose que nous entendons le matin est le mot nègre, et la dernière chose que nous entendons le soir est le mot nègre. Votre opinion est parfaitement juste, mais étant soldat, je ne puis en dire plus. » Un autre soldat noir, William Fulbright, écrivait également de Manille en juin 1901 au rédacteur en chef d'un journal d'Indianapolis. Ce combat dans ces îles n'est rien d'autre qu'un gigantesque projet de vol et d'oppression. De retour chez eux, alors que la guerre se poursuivait, un groupe de Noirs originaires du Massachusetts adressa un message au président McKinley. « Nous, les hommes de couleur du Massachusetts, réunis en assemblée, avons résolu de nous adresser à vous dans une lettre ouverte en dépit de votre incroyable et incompréhensible silence sur les torts qui nous sont faits. Vous avez vu nos souffrances, assisté de votre haute position à nos souffrances et à nos déboires, et malgré cela vous n'avez ni le temps, ni, semble-t-il, l'opportunité de vous exprimer sur notre condition. D'un même élan, et dans une anxiété qui déchire nos cœurs d'un mélange d'espoir et de crainte, le peuple de couleur des États-Unis se tourne vers vous alors que Wilmington, en Caroline du Nord, est en proie depuis 2 terribles jours et 2 terribles nuits à une sanglante révolution. Des Noirs, innocents de tout crime, si ce n'est la couleur de leur peau, et leur volonté d'exercer leurs droits de citoyens américains, ont été égorgés comme des chiens dans les rues de cette ville maudite. Il s'est passé la même chose lors des terribles événements qui se sont déroulés à Phoenix, en Caroline du Sud, lorsque des hommes noirs ont été chassés et assassinés et certains blancs, les radicaux de Phoenix, tués ou expulsés de la ville par une horde de sauvages blancs. Nous avons attendu en vain un geste ou un mot de votre part. De même, lorsque vous avez fait votre tournée dans le Sud un peu plus tard, nous avons pu constater combien vous flattiez les préjugés raciaux du Sud, et comme vous prêchiez la patience, le travail et la modération à vos concitoyens noirs, qui endurent tant et depuis tant d'années, et le patriotisme, le chauvinisme et l'impérialisme aux Blancs. Prêcher la patience, le travail et la modération aux Noirs et le patriotisme aux Blancs n'eut pas vraiment d'effet. Dans les premières années du XXe siècle, malgré toutes les démonstrations de force de l'État, un grand nombre de Noirs, de Blancs, d'hommes et de femmes se montrèrent fort impatients, peu modérés et encore moins patriotes. Fin du chapitre.